Cher lecteur, je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast des Mémoires d'Adrien et avec mon invité du jour, nous parlerons de Stendhal et d'intelligence artificielle. Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure pour les Mémoires d'Adrien. Après le blog créé il y a 1 an et demi, la chaîne YouTube, les comptes Twitter et Instagram, j'ai décidé de relever le défi d'un nouveau format avec du contenu inédit, le podcast. Comme toujours, nous parlerons de toutes les littératures. Mon ambition sera de transmettre ma passion de la lecture en essayant de vous faire découvrir de nouvelles œuvres et en découvrant moi-même. Chaque fois, je serai accompagné d'un ou d'un invité qui partage avec moi cet amour des livres. Et pour cette première émission, j'ai l'honneur et la fierté d'être accompagné par un invité exceptionnel. En fait, je ne pouvais pas rêver mieux pour le lancement de mon podcast. Agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'ENA, auteur de plusieurs ouvrages historiques à seulement 30 ans, c'est un vrai touche-à-tout puisqu'il vient de lancer plusieurs sites sur l'histoire, les arts et les nouvelles technologies. Je suis très heureux d'accueillir Raphaël Douan. Bonjour Raphaël. Bonjour Adrien et merci beaucoup. Je te remercie encore une fois Raphaël pour d'avoir accepté l'invitation pour ce premier podcast. Je me souviens que j'avais adoré ton essai sur l'assimilation et nous en avions fait une interview et un article sur mon blog. Absolument, et c'était très intéressant d'ailleurs, donc encore merci pour cet article. Et puis je suis ravi d'inaugurer ce podcast. Je suis ravi également. Rappelons également que tu es l'auteur d'un essai sur Rome, quand Rome a inventé le populisme, hein, c'est bien ça ? C'est bien ça, et puis aussi d'un petit que sais-je sur le siècle d'Auguste. Donc je te propose d'attaquer la première partie de mon podcast. Alors tu verras Raphaël et vous auditeurs, j'ai essayé de jouer un petit peu avec le jeu de mots de mon compte Mémoires d'Adrien. Donc on va commencer par cette première partie qui s'intitule Au Panthéon des Mémoires d'Adrien. Et donc en fait, parce que c'est sous l'empereur Adrien, tu me confirmeras, qu'a été refait le Panthéon qui avait été abîmé par plusieurs incendies au IIe siècle. À chaque fois dans cette première partie, mon invité et moi-même allons parler d'un livre qui nous a marqué, soit très récemment, soit dans notre vie. De quel livre toi tu voulais nous présenter, Raphaël ? Alors je voulais parler de Stendhal, puisque c'est un de mes auteurs favoris, sans doute mon auteur favori. Et en particulier de Lucien Leuven, qui est un choix un peu snob, je dois dire, parce que dans les grands romans de Stendhal, il y a évidemment le Rouge et le Noir et la Chartreuse de Parme. Et Lucien Leuven, c'est celui qu'on lit que quand on est vraiment vraiment très admirateur de Stendhal et qu'on a envie de s'infliger un roman qui est quand même très épais, sans doute plus que les deux autres d'ailleurs, je vais pas comparer, et qui en plus est inachevé. Donc ça fait double obstacle à la lecture de ce livre-là, mais qui en fait vaut, je trouve, et le Rouge et le Noir et la Chartreuse de Parme. C'est vraiment du même niveau et de la même qualité littéraire. Et justement, comme il est un peu plus méconnu, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors de quoi est-ce que ça parle, Lucien Leuven ? Est-ce que tu peux nous faire tu l'as lu il y a longtemps ou Alors j'ai lu plusieurs fois depuis assez longtemps effectivement, mais je le relis assez régulièrement. Alors c'est un roman qui ressemble aux autres de Stendhal. De toute façon, Stendhal, c'est quasiment un précurseur de l'autofiction dans la mesure où il passe son temps, en fait, à imaginer des personnages qui sont des doubles de lui en mieux. Enfin, c'est ce qu'il aurait souvent aimé être, ou la vie qu'il aurait aimé avoir. Et là, ce n'est pas une exception puisque donc ça suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Lucien Leuven, qui est le fils d'un homme riche et influent à Paris, au XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet. Et qui est d'abord, en fait, il y a deux parties dans le roman. Dans une première partie, il est affecté comme lieutenant ou sous-lieutenant, je me souviens plus d'ailleurs, comme officier à Nancy, dans une garnison militaire, et où il vit une histoire d'amour avec une membre de l'aristocratie locale. Et dans une deuxième partie, il revient à Paris et il est employé au cabinet d'un ministre, du ministre de l'Intérieur, je crois, et il participe à toutes les corruptions, disons, de la monarchie de Juillet, à la fois du point de vue financier, puisqu'il doit, contre son gré, aider le ministre à tricher à la bourse, et aussi trafiquer des élections législatives. Donc c'est un peu, on a une sorte de vision très critique et très cynique de la société de la France des années 1830. Enchevêtré avec une histoire d'amour qui est une des plus belles qu'a faite Stendhal, et qui est malheureusement
vraiment inachevé, ou en tout cas qui se finit très mal, tel que ça se finit dans le roman que nous avons. Donc peut-être que, on sait que Stendhal avait imaginé plusieurs fins possibles. Il s'était pas arrêté sur une d'entre elles. Donc je ferai pas de spoiler sur ces fins possibles, qui de toute façon donc ne se sont jamais actualisées. Mais ça fait que c'est une très belle histoire d'amour qui est peut-être d'autant plus belle qu'elle n'a justement pas de fin véritable. Oui, parce que en fait, l'œuvre de Stendhal, comme tu le dis, c'est à la fois une autofiction, mais à la fois avec quelques rajouts fictifs. Et comme tu dis, la vie, peut-être qu'il aurait rêvé d'être. Et c'est vrai qu'il aurait rêvé d'être un grand militaire, et cette garnison à Nancy, qui n'est pas vraiment Nancy, si je me souviens bien. Enfin, oui, c'est Nancy, en fait, mais avec quelques ajouts. C'est une sorte de ville allemande, franco-allemande, un peu étrange, où il y a des places et des rues de Nancy qui n'existent pas, et inversement. Donc de toute façon, Stendhal essaye toujours dans ses romans, comme il est un peu paranoïaque de la censure et de ce que peut lui chercher le pouvoir, il essaye de camoufler à chaque fois les événements auxquels il fait référence. Et c'est le cas notamment pour la ville elle-même, alors que je pense que il aurait pu s'épargner cette peine. Mais en tout cas, la description qu'il fait de ce faux Nancy ne fait pas très envie. Donc j'imagine que la ville de Nancy ne doit pas beaucoup aimer ce roman-là. Oui. Alors pourquoi tu dis que c'est l'une des histoires d'amour les plus belles qu'ait pu écrire Stendhal, parce qu'il en a écrit quand même j'ai l'impression qu'à chacun de ses romans, il y a une histoire d'amour. C'est un peu les histoires d'amour chez Stendhal, comme elles ont toutes un peu le même format, elles sont aussi bien que les femmes en question en fait. Un peu comme les James Bond, on dit qu'ils sont bons à mesure de la qualité de leurs méchants. Et chez Stendhal, c'est un peu pareil avec les personnages féminins. Et en l'occurrence, donc le personnage féminin s'appelle Madame de Chasteller, et en fait, c'est une sorte de juste milieu entre les deux personnages féminins du Rouge et le Noir, entre Madame de Rênal et Mathilde de la Mole, où on a quelqu'un avec Madame de Chasteller, qui est à la fois la douceur, la tendresse et la sérénité que peut avoir Madame de Rênal, mais aussi quelque chose de plus pétillant, de plus vif qu'on trouve chez Mathilde de la Mole dans le Rouge et le Noir. Et la manière dont ça se déroule en plus, et avec cet environnement où les deux personnages en fait sont tous les deux immergés dans un milieu qu'ils détestent et qu'ils méprisent, alors, de manière très franche pour Lucien, de manière moins évidente pour Madame de Chasteller, avec ce milieu ultra royaliste de Nancy, du faux Nancy, qui est décrit avec beaucoup de violence et d'ironie par Stendhal, fait qu'ils sont c'est un couple un peu assiégé dans cette ville qu'ils détestent tous deux, quoi. Il y a aussi beaucoup d'humour dans cette histoire. Alors c'est quelque chose qui arrive souvent dans les romans de Stendhal, mais par exemple la première rencontre se fait alors que Lucien tombe de cheval devant les fenêtres de Madame de Chasteller, et ça se reproduit plusieurs fois. Et donc il y a beaucoup d'autodérision dans le personnage lui-même et ce début d'histoire d'amour. Et d'ailleurs c'est quelque chose, il y a des chutes de cheval, ça arrive très souvent dans Stendhal, donc il y a pas de choses à faire là-dessus. Exactement. Dans le Rouge et le Noir, il y en a une aussi très célèbre. Oui. Il y en a une aussi, et dans la Chartreuse de Parme également. Donc oui. Je pense qu'il y aura une recension intéressante à faire de toutes les chutes de cheval, qui en général en plus sont des vrais déclencheurs dans l'intrigue et font beaucoup avancer souvent les histoires d'amour et aussi les autres intrigues. Absolument. Moi, ce qui m'avait marqué, j'ai lu il y a quelques années Lucien Level. Ce qui m'a marqué, c'est une longueur, et notamment le passage lorsqu'il est, tu en parlais tout à l'heure, au ministère de l'Intérieur, et qu'il est préposé à devoir trafiquer des élections législatives, il me semble. Je sais plus si c'est ça. C'est un passage très long lorsqu'il est dans l'administration. C'est un passage qui, si je devais un peu faire l'avocat du diable, est-ce que tu crois pas que c'est un passage qui ne rend pas service à ce roman parce qu'il est vraiment très long, ça va beaucoup dans les détails, c'est presque une chronique de son temps, on a presque l'impression d'assister à un documentaire de comment se déroule la vie préfectorale dans les années 1830. Mais est-ce que tu crois pas que ça peut être contre-productif pour le lecteur qui pourrait s'ennuyer à ce moment-là? Ouais, si, tu as raison, c'est sans doute trop long. En fait, je pense que c'est dû à l'état inachevé du roman. Stendhal a fait beaucoup de corrections sur le manuscrit que nous avons, puisque c'est un des romans dont nous avons un manuscrit de Stendhal. Et on sait qu'il procède beaucoup par corrections successives. Quand les gens en fait lisent et aiment Lucien Leven, c'est plutôt à la première partie, à la relation avec Madame de Chasteller qu'ils pensent, plutôt qu'à la deuxième. La deuxième est quand même intéressante, de point de vue plus documentaire, effectivement, plus historique, parce que c'est une sorte d'immersion dans les crapuleries d'un ministre de cette époque. Donc c'est intéressant, et même le degré de détail dans lequel il va est
et curieux, mais effectivement, dans l'économie générale du roman, c'est sans doute pas extrêmement équilibré. Et ça aurait sans doute mérité d'être un peu plus rapide. Tout à fait. Je te remercie, Raphaël. En tout cas, je crois qu'on a été assez clair sur ce roman en quelques minutes. On a donné les atouts et puis aussi quelques petits défauts, mais qui n'en sont pas pour nous. Mais c'est vrai que ça peut en constituer pour d'autres. Ça peut rebuter. Mais vraiment, il faut aller au-delà de ça et ça reste, pour moi, le 3e grand roman de Stendhal. Ouais. C'est plutôt à lire quand on a déjà lu les 2 autres. Forcément. Tout à fait. Et bien justement, transition parfaite parce qu'on va parler du premier, de celui qui est le plus connu, le plus cité, Le Rouge et le Noir, que j'ai relu pour l'occasion. Tu m'avais dit que tu voulais parler de Lucien Leven, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant que tous les deux on parle d'une œuvre de Stendhal. Et j'avais envie moi de parler du Rouge et le Noir, qui m'avait beaucoup marqué. Tu l'as lu également, j'imagine. Oui, bien sûr, plusieurs fois aussi. Oui. Alors, le Rouge et le Noir, c'est l'histoire de Julien Sorel, qui est fils d'un propriétaire de la scierie de Verrières, qui est une petite ville de Franche-Comté. Et Julien Sorel est quelqu'un qui a haï par son père, par ses frères, parce qu'il lit du latin, il s'est intéressé à l'histoire napoléonienne. Ça se passe en 1830 là aussi. Et Julien Sorel est employé par le couple Raynal, donc Monsieur de Raynal qui est le maire de la ville de Verrières, et Madame de Raynal. Il est employé pour être le précepteur de leurs enfants. Sauf que il va tomber amoureux de Madame de Raynal, Madame de Raynal en tombe amoureuse également, et il comprend que cet amour, cette histoire d'amour pourrait le servir pour son ambition sociale. Alors, on va peut-être pas tout raconter, mais ensuite, Julien Sorel doit quitter la ville, il est employé dans un séminaire, puis il est employé par le marquis de La Mole à Paris pour être son secrétaire. Et là, on est plutôt dans la vie parisienne de l'époque. Et cette fois-ci, il est employé donc pour être son secrétaire et il va séduire, et elle aussi elle va en tomber amoureuse, la fille du marquis de La Mole. Et c'est assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce roman justement parce que il montre bien que la vie, c'est pas forcément rouge, c'est pas forcément noir, c'est un peu du hasard. Je trouve que le destin de Julien Sorel est assez fascinant. Je sais pas ce que toi tu en as pensé de ce personnage en particulier. Si, de tous les personnages masculins de Stendhal, je trouve que c'est le plus intéressant parce que Lucien Leven, il est presque trop directement la voix de l'auteur. Je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à Stendhal. Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme, c'est un peu un idiot. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez monolithique. Et alors que Julien Sorel a vraiment un caractère beaucoup plus complexe, qui est probablement dû au fait que il est inspiré de faits réels, de faits divers du 19e siècle, et que la fin, qu'on ne révélera peut-être pas, mais qui est disons que le roman est riche en événements et forcément ça devait conditionner le personnage de Julien pour qu'il soit à la fois attachant mais en même temps assez sombre également. Et ça en fait quelqu'un de beaucoup plus avec beaucoup plus de relief que d'autres personnages masculins de Stendhal. Donc moi je le trouve très intéressant. D'ailleurs le titre est assez sombre. Stendhal n'a jamais, je crois, expliqué la signification du titre du Rouge et le Noir. Certains pensent que c'est une référence au jeu de la roulette qui peut basculer vers le rouge ou vers le noir dans le plus complet des hasards. D'autres font référence à un jeu de cartes qui existait qui s'appelait Rouge et Noir au moment de la Restauration. D'autres encore assimilent le noir à l'ambition de Julien Sorel et le rouge à la passion amoureuse. Donc là aussi Stendhal est assez mystérieux là-dessus, mais on comprend bien avec ses différentes interprétations possibles la personnalité de Julien Sorel, qui est aussi tout au long du roman entre l'ambition qu'il a, qui est très forte et qui parfois le rend assez détestable même aux yeux du lecteur, et puis sa passion dans laquelle parfois il se laisse piéger, même lorsqu'il est ambitieux, parfois il se laisse avoir finalement et il se laisse entraîner par sa passion amoureuse, oubliant son intérêt direct. Donc c'est un personnage, comme tu le dis, tout à fait fascinant et qui est vraiment dans cette fin du romantisme. C'est en plus un personnage qui est nostalgique des années napoléoniennes dans une époque où il n'est pas très bon de l'être. Donc c'est assez intéressant à ce sujet-là. C'est amusant aussi sur le titre. Effectivement, on ne sait pas bien ce que Stendhal, on ne sait pas définitivement ce que Stendhal voulait dire. Et c'est encore pire parce qu'il a fait quand même quelques années après, un autre roman qui s'appelle Le Rose et le Vert,
Et donc, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une blague quand on leur dit ça. Mais non, c'est un vrai roman de Stendhal, enfin, qui est un roman complet. Le roman lui-même n'est pas une blague. Mais clairement, le titre, par contre, est une blague, comme s'il s'adressait déjà aux futurs critiques littéraires qui essayeront de deviner ce que ça voulait dire symboliquement que le rouge et le noir. Et donc, pour brouiller les pistes, il appelle un deuxième roman Le rose et le vert, et j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Oui, exactement. Ce que je voulais dire également sur Le rouge et le noir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il décrit bien l'opposition qu'il peut y avoir entre Paris et la province, entre la bourgeoisie et la noblesse. Ce qui est très intéressant, c'est l'ennui qui est un personnage de ce roman finalement. Parce que qu'est-ce qui fait que Mathilde de la Mole, elle va vouloir avoir une passion amoureuse pour Julien Sorel, c'est qu'elle s'ennuie terriblement à Paris. Dans les salons parisiens, on les voit s'ennuyer également. Julien Sorel aussi, il s'ennuie, il est presque dépité d'être de cette génération d'après les guerres napoléoniennes, où finalement c'est une génération qui s'ennuie beaucoup, qui cherche des aventures, qui cherche de l'adrénaline dans cette époque qui n'en a pas. Et je trouve que tout ça c'est vraiment en fond de ce roman tout au long du roman. Et d'ailleurs, Stendhal a sous-titré ce livre Chronique de 1830. Là, on est clairement là aussi dans une chronique de l'époque. Il nous décrit très très bien, que ce soit la vie de province ou la suite, la vie des salons parisiens. Il y a d'ailleurs 3 chapitres entiers qui sont consacrés à une conspiration politique des ultra-royalistes. Donc on a vraiment une chronique de l'époque. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pour une chronique de l'époque, il ne parle pas d'un des événements quand même les plus importants de l'année 1830, qui est les barricades, quand même les 3 jours de juillet. J'ai lu que Stendhal, à ce moment-là, lui était enfermé dans son appartement, il écrivait, voulait absolument achever son roman. Mais je trouve ça assez drôle que pour une chronique de 1830, on n'ait pas l'événement presque essentiel de l'année, le seul événement qui se passe. Moi, je trouve ça assez drôle aussi, effectivement. Je me suis toujours dit ça, parce que y a aucune référence qui est faite à la moindre chose qui pourrait laisser soupçonner qu'il va y avoir une révolution. Enfin, alors qu'il écrit pendant. Il a commencé juste avant et il finit alors que c'est en train de se passer. Et en plus, il appelle ça Chronique de 1830 et il parle quand même beaucoup dans ce roman du fait qu'un vrai roman, ça doit refléter la réalité et que ça doit être une description exacte de ce qui se passe dans la société à un instant T. Et en fait, il est en train de louper le truc l'événement le plus important qui se passe cette année-là, alors qu'il s'est donné l'année comme étant un cadre précis pour faire l'arrière-plan de son roman. Donc je trouvais toujours ça assez drôle. Mais en fait, c'est comme si que finalement, pardon, je te coupe, mais c'est comme si que un écrivain contemporain, s'était enfermé dans un appartement parisien des Champs-Élysées à la fin de l'année 2018 et qu'il avait appelé sa chronique de 2018 sans parler une seule fois du mouvement des Gilets jaunes. C'est un peu l'équivalent. Par exemple, voilà. Ou en 2020 pour le Covid. Enfin, de 2020 et puis il n'y a pas le Covid du tout. C'est ça. Et où le roman passe son temps à dire qu'il reflète la réalité de 2020. C'est toujours assez drôle. Mais ça montre en fait à quel point Stendhal, que ce soit pour la politique ou pour l'amour d'ailleurs, en fait il vit dans son propre monde et alors qu'il cherche à être réaliste et à donner une représentation fidèle de ce qu'il croit être la réalité, en fait ne fait que faire évoluer ses personnages dans un univers qui n'appartient que à la tête de Stendhal. Par exemple, on le voit quand on lit son journal, qui est aussi une lecture plutôt amusante quand on aime bien Stendhal, qui a été écrit plutôt avant la publication de ses grands romans. On le voit au fil des jours essayer de mettre en œuvre des sortes de stratégies qu'il fera utiliser à ses personnages dans ses romans pour séduire telle ou telle comtesse, pour trouver telle ou telle position auprès de tel ministre, etc. Et on voit qu'il essaye d'appliquer ces stratégies-là avec sa vision de la psychologie humaine qu'on retrouvera dans ses romans, et ça marche pas du tout. En fait, dans la vraie vie, Stendhal n'arrive jamais à ce qu'il espère. Il a une vie un peu ratée en fait par rapport aux ambitions qu'il avait quand il était jeune, en tout cas dans sa carrière non littéraire. Et c'est un peu pareil. Et ensuite, dans ses romans, en fait, c'est l'endroit où il fait en sorte que là, ses stratégies réussissent, quoi. Julien arrive effectivement à séduire Mathilde de la Mole en employant des petits stratagèmes, quoi. Il arrive à se faire nommer, je vais pas raconter le roman, mais il arrive à monter dans la société grâce à ces stratégies que Stendhal imaginait comme étant réalistes et qui en fait ne l'étaient pas du tout. D'ailleurs, avant de conclure cette partie consacrée finalement à Stendhal dans ce panthéon des mémoires d'Adrien, comment on pourrait qualifier le style de Stendhal? Certains lui reprochent un style très
très abrupt, pas très élégant, pas très envolé. En fait, c'est un style très réaliste, Stendhal. Oui, c'est ça. C'est sa fameuse phrase disant qu'il veut écrire comme le Code civil, et le pari est rempli. C'est qu'il à l'époque où le Code civil était bien écrit, en tout cas écrit de manière très concise, très claire, effectivement, très explicite et très rapide aussi. C'est un peu un des derniers écrivains du XVIIIe siècle de ce point de vue-là. Il y a peu de descriptions précises, ce sont beaucoup des concepts assez généraux ou génériques. Les phrases sont entrecoupées de points-virgules, donc le rythme est très rapide. Il y a aucune tentative d'enjoliver ou de faire du style, enfin vraiment pas. Et moi je trouve ça plutôt rafraîchissant en fait. Je préfère ça à des écrivains qui sont beaucoup trop conscients de leur plume et du fait qu'ils sont en train de faire du style. Je te propose de conclure cette première partie consacrée à Stendhal, et puis on passe à la deuxième partie consacrée au procès des mémoires d'Adrien. Chaque fois avec mon invité présentera et on parlera avec lui d'un thème qu'il affectionne particulièrement, en tout cas dont il est spécialiste. Et aujourd'hui, on a décidé de parler d'intelligence artificielle et littérature, parce que tu t'intéresses beaucoup en ce moment à l'intelligence artificielle. Or, on connaît beaucoup d'exemples d'intelligence artificielle dans la littérature, mais ces quelques années, on s'aperçoit que la littérature est en train d'être intégrée dans l'intelligence artificielle. Alors, je crois pas qu'elle était tellement utilisée pour l'instant pour des livres qui seraient déjà publiés. L'intelligence artificielle, elle est déjà présente d'une certaine manière dans beaucoup d'aspects de nos vies, sous des formes vraiment très diverses. Mais là, depuis cette année en particulier, l'année 2022, il y a eu une sorte d'explosion des outils qui sont directement accessibles au grand public et qui sont notamment les intelligences artificielles qu'on dit génératives, ou génératrices peut-être, qui donc permettent de synthétiser de toutes pièces du texte ou des images pour l'instant, et puis bientôt des vidéos, de la musique, du son, tout un ensemble de médiums. Et pour le texte, c'est particulièrement fascinant parce que donc une intelligence artificielle comme la première d'entre elles pour la synthèse de texte qui s'appelle GPT-3, qui est faite par la société OpenAI, a été entraînée sur des milliards de textes qui sont issus à la fois de littérature, mais principalement en termes de taille sur des données issues d'Internet en fait, de conversations, de posts sur Twitter, de sites, donc tout un tas de textes qui lui ont permis de dégager des paramètres, lui permettant ensuite, quand on lui demande quelque chose, de produire du texte assez convaincant. En tout cas, plutôt cohérent de manière interne. C'est-à-dire que les phrases ont du sens, elle peut faire plusieurs paragraphes qui tiennent la route. Et donc c'est vraiment le début d'une ère qui, je pense, ne va pas s'arrêter, où de plus en plus de texte sera créé par l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie, quoi. Et donc forcément, la littérature va se poser la question de cette confrontation avec la machine en l'occurrence. Moi, j'ai trouvé deux exemples en faisant des recherches pour l'émission. J'ai trouvé qu'il y avait en 2018 un livre Iso Road qui a été écrit par une voiture. En fait, ils avaient mis une intelligence artificielle dans une Cadillac qui avait pour mission de chroniquer un road trip entre New York et la Nouvelle-Orléans. Et j'ai vu aussi, c'est amusant, je connaissais pas. Ouais, j'ai vu aussi qu'en 2016, un roman coécrit par une intelligence artificielle dans l'université de Hakodate au Japon s'est retrouvé dans la sélection finale d'un grand prix littéraire japonais. Alors j'imagine que c'était pour la com qu'il a été sélectionné. Ça me dit quelque chose, effectivement. Ouais. Mais voilà, donc il y a plusieurs quand même expériences de livres qui commencent à être écrits. Alors j'ai vu que les progrès étaient fulgurants ces dernières années, parce qu'il y a quelques années, ils n'arrivaient même pas peut-être à aligner 2-3 mots ou des phrases, et maintenant ils arrivent presque à écrire un roman entier. Mais moi, je me pose la question, quel est l'intérêt en fait d'avoir un roman écrit par une intelligence artificielle? Pour le roman lui-même, je pense que d'un point de vue purement littéraire, ça n'a pas un atout particulier. Ça dépend de la manière dont c'est utilisé, en fait. Moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle, non pas du tout comme quelque chose qui est voué à remplacer les êtres humains, mais comme un outil, comme un autre. Et en fait, je pense que dans beaucoup de domaines, on pourra de plus en plus avoir le statut ou le rôle d'un réalisateur de cinéma par rapport à son œuvre. C'est un réalisateur de cinéma, c'est quelqu'un qui en fait ne fait rien lui-même concrètement. Des fois, il n'utilise même pas la caméra. Ils sont juste sur place et ils choisissent avec qui travailler. Ensuite, ils leur disent sur quoi travailler. Ensuite, ils font un tri entre les productions faites par leurs collaborateurs. C'est à peu près ça. Et je pense que de plus en plus, on va travailler comme ça
mais à la place d'avoir des collaborateurs comme sur un plateau de cinéma, on aura des intelligences artificielles. Donc on peut très bien imaginer qu'un auteur de roman travaille en faisant travailler des intelligences artificielles qui vont lui rédiger des paragraphes ou des phrases sous sa direction, un peu comme un réalisateur ou un chef d'orchestre. Il va organiser tout ça. Il va éventuellement se faire suggérer des idées qui pourront parler à l'intelligence artificielle, mais il pourra trier ensuite entre les bonnes et les mauvaises, ensuite développer sur l'une d'elles qui lui paraît très bien, et peut-être qu'il verra dans une idée proposée par l'IA quelque chose que l'IA elle-même n'aurait pas vu, mais que lui peut voir. Donc je pense que ce sera une sorte d'adjuvant qui évidemment ne convient pas à tout le monde. Il y a des écrivains qui vont pas du tout l'utiliser et c'est très bien. Mais clairement, il y a aussi d'autres types d'écrivains. Je pense que des Alexandre Dumas, par exemple, auraient bien aimé, ou des Balzac, auraient bien aimé avoir des assistants comme ça pour pouvoir aller encore plus vite, plus loin quand on veut faire une œuvre particulièrement massive, ou pour avoir accès aussi à des expériences qu'on n'a pas soi-même. C'est assez intéressant de pouvoir avoir ces outils pour étendre nos capacités en fait à écrire. Ça veut pas dire que ce sera mieux en qualité, mais c'est une nouvelle manière de travailler qui est au-delà de la question de savoir si c'est mieux ou pas ou moins bien. Je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive en quelque sorte. Ce sera une nouvelle manière de travailler à laquelle on va s'adapter parce que ce sera plus simple en fait. Oui, mais là, en fait, tu compares avec le réalisateur de cinéma, mais le réalisateur de cinéma, c'est dans le principe même du réalisateur qui l'a entouré. Normalement, le romancier, il est seul face à sa feuille blanche. Et en fait, là, on brise un tabou, finalement, de la littérature qui est la sous-traitance. Tu parlais de Dumas tout à l'heure. Dumas, c'est difficile pour certains passionnés de Dumas d'évoquer justement ce sujet de la sous-traitance et qui n'était pas seul pour écrire ce roman. On a du mal à en parler. Je trouve que c'est un vrai tabou dans la littérature, cette histoire de sous-traitance. Normalement, le romancier est seul. Là, ça briserait complètement ce silence finalement. C'est vrai, mais c'est une question de tabou parce que moi, c'est quelque chose qui me choque pas profondément. L'idée qu'une œuvre puisse être faite par une équipe, par exemple, c'est pas quelque chose qui me paraît dramatique. D'ailleurs, dans d'autres arts, c'est beaucoup plus présent. Alors le cinéma, évidemment, c'est le premier auquel on pense. Même dans la peinture, il y a quand même des tableaux dont on sait très bien que Rubens les a fait avec toute l'aide de son atelier. Et donc il y a eu tel ou tel élève qui était chargé de faire tel et tel personnage. Et on ne retire pas à Rubens, ni la qualité de son œuvre, ni l'authenticité. La littérature a commencé en plus de manière collective, puisque Homère, après tout, c'est probablement pas une seule personne. Donc, et c'est en fait littéralement une rhapsodie de textes qui ont été écrits à différentes époques par différents poètes et qui ont ensuite été sélectionnés d'ailleurs par la tradition orale. Donc en fait, c'est une œuvre totalement collective par des gens qui se connaissaient même pas. Donc, je pense pas qu'il y ait de fatalité à ce que la littérature soit toujours un lien entre une personne et une œuvre, même si ça peut l'être évidemment et que ça continuera à l'être. C'est pas du tout exclusif. En fait, parce que l'intelligence artificielle, dans l'état actuel où on est, n'a aucun pouvoir décisionnel, d'après ce que je comprends. Elle n'a que des pouvoirs, comme on dit, de sous-traitance et d'obéir à l'esprit humain qui quand même lui dit et le guide vers quoi chercher, vers quoi produire. La créativité, la création resterait du côté de l'être humain. D'ailleurs, ça pose la question sur la littérature. Est-ce que la création est propre de l'homme ? Ça pose cette question, je trouve, assez intéressante. Mais c'est difficile d'imaginer pour l'instant un roman créé entièrement par une intelligence artificielle. Alors. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que même Blaise Pascal avait déjà repéré, en tout cas avait déjà senti au XVIIe siècle en méditant sur sa propre machine à calculer qu'il avait faite, la Pascaline. Il avait dit que la machine d'arithmétique, donc cette fameuse calculatrice, fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux, mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux. Donc, en d'autres termes, il voulait dire que en fait, une machine pourrait penser, mais elle ne peut pas avoir de la volonté. D'avoir d'intentionnalité en quelque sorte, d'intention. Et je pense que c'est encore plus vrai en fait aujourd'hui qu'à l'époque de Pascal. Enfin, je trouve ça fou d'ailleurs qu'il ait pu avoir cette intuition-là alors qu'il avait quand même une machine extrêmement rudimentaire, un ordinateur extrêmement rudimentaire sous la main. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui, elles font quelque chose qui ressemble à de la pensée, même si ça fonctionne pas comme nous. En tout cas, elles arrivent à produire des textes nouveaux et qui ont leur cohérence. Mais clairement, elles ne veulent rien. Elles n'ont aucune ambition ni aucune intention, et si on leur demande pas de faire quelque chose, elles le font pas. Donc, si on fait un roman ou un livre avec de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'en fait, on a déjà eu nous une idée de ce qu'on voulait faire et on s'est servi, encore une fois, comme d'un outil de l'intelligence artificielle. Et évidemment, elle-même, c'est pas un être pensant avec sa conscience qui voudrait faire quelque chose parce qu'elle a l'envie de le faire. Jamais. Enfin, ce n'est quand même qu'un logiciel après tout. Donc, je pense que si on le voit sous cet angle-là,
ça résout beaucoup de problèmes en fait. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir un niveau de réflexion très poussé, mais simplement cette puissance de réflexion, c'est nous qui la contrôlons et qui l'utilisons. D'accord. Moi, je vois un domaine dans lequel je trouve très intéressant l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine des audiobooks, les livres audio. J'ai vu que ça réduisait considérablement le coût de création d'un livre audio. J'ai vu une entreprise américaine qui disait que ça baissait par exemple de $2,500 actuellement à peu près $400 avec une intelligence artificielle, donc c'est quand même une réduction très importante. Donc si ça peut permettre, parce que moi je suis un grand consommateur de livres audio, ça permet de lire davantage lorsque je suis en trajet pour aller vers le travail. Si ça peut permettre d'avoir encore plus de livres audio, là par contre je suis favorable. Je trouve que c'est une bonne idée si ça peut se développer, si on peut en avoir plus, parce que là c'est pas gênant que ce soit une voix robotique. J'ai même vu qu'ils allaient utiliser des voix d'acteurs connus ou autres pour lire ces livres. Ça je trouve ça intéressant. Par contre, pour le coup, je trouve ça très intéressant et bien, parce que plus on a de livres audio, mieux c'est. Il y a certains qui ont des problèmes de vue, certains qui n'ont pas forcément le temps de tout le temps se poser pour lire. Donc plus il y a de livres audio, mieux c'est selon moi. Donc là par contre je trouve que c'est une bonne utilisation. Ça, totalement d'accord. Il y a effectivement, on a peut-être vu la même démonstration avec une boîte américaine qui fait de la synthèse vocale, donc par intelligence artificielle, et qui avait montré des extraits de Gatsby Magnifique en anglais et du Hobbit, je crois, et qui était lu effectivement avec une voix clonée de Stephen Fry, je crois, l'acteur anglais, et c'était vraiment remarquable. Enfin, c'était pas du tout robotique. Donc, on peut imaginer de faire générer des textes entiers, enfin des livres entiers avec ces voix-là, et ce serait probablement, en fait, dans pas longtemps, de meilleure qualité que ce qu'on aurait en prenant des acteurs un peu moins bons que les stars de la lecture audio. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'effectivement, on aura accès à absolument n'importe quel livre en forme audio. Il suffira de le faire soi-même d'ailleurs. Pour revenir à l'intelligence artificielle qui participerait à la création d'un roman, je trouve que ça pose la question de l'expérience dans la création littéraire. C'est-à-dire que, alors créer des œuvres standards, très bien, des polars où il y a des faits, où il se passe quelque chose, mais le propre de la littérature, c'est parfois de cacher des émotions dans une phrase qui ne signifie pas forcément ce qu'elle veut dire dans son premier sens. Et le propre des génies de la littérature, c'est d'arriver à faire ressentir des émotions. Je pense à Dostoïevski, Hugo, même Stendhal tout à l'heure. Moi, je suis pas convaincu, mais peut-être que je me trompe, mais je suis pas convaincu qu'une intelligence artificielle qui ne connaît pas l'expérience du sentiment, mais qui ne connaît que les apparences et que finalement les conséquences des sentiments, je ne suis pas convaincu qu'elle puisse faire ressentir cela dans une œuvre littéraire. Donc en fait, avec l'intelligence artificielle, on aurait plus d'œuvres standards, mais peut-être comme aujourd'hui en fait, mais un pourcentage assez faible d'œuvres géniales qui arrivent à justement bien faire percevoir les sentiments humains. Est-ce que pour toi l'expérience du coup est indispensable à la création littéraire? Est-ce qu'on peut écrire sur une relation amoureuse sans jamais avoir vécu cela? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, là, c'est vraiment le cœur de la question, et je trouve que c'est justement particulièrement fascinant de voir ce que font ces derniers modèles de synthèse de texte. Parce qu'en fait, ils ne sont entraînés donc que sur du texte. Et eux-mêmes ne fonctionnent que par des calculs de probabilité, en fait, et par statistique. Donc évidemment, ces IA n'ont aucun lien avec le monde réel, avec le monde physique, n'ont aucune expérience du monde, par définition, c'est des ordinateurs. Et malgré ça, on peut lui faire générer un texte qui va dire ce que ça fait que de manger des fraises. Et ce sera cohérent en fait avec notre propre ressenti lorsqu'on mange des fraises. Alors je dis pas que au stade où on en est, c'est de la qualité de ce que dirait peut-être Victor Hugo si jamais on lui demandait de décrire l'expérience de manger des fraises. Mais c'est déjà assez fascinant en fait que ces IA-là puissent retranscrire une expérience du monde. Parce que ça signifie ça révèle à quel point le langage et le texte sont puissants comme outils pour transmettre l'expérience. En eux-mêmes, en fait, en quelque sorte. Puisqu'ils sont entraînés sur ça et ces IA ne sont entraînés que sur du texte et que le texte leur donne quelque chose qui nous permet d'avoir une expérience, de comprendre la transmission d'une expérience. Et je trouve ça assez fascinant.
Ça me fait penser à une des œuvres d'Asimov dont on parlait tout à l'heure, les robots. Dans le 3e tome, il me semble, si je me trompe pas, le policier humain doit collaborer avec un policier robot, un humanoïde, pour résoudre une enquête. Et donc ces robots arrivent, le robot humain, enfin le policier humain est très suspicieux à l'égard de ces robots qui ne connaissent pas les sentiments justement. Et en fait, au fur et à mesure des tomes du cycle des robots, les robots policiers vont petit à petit voir ce que c'est que les sentiments, mais à travers des apparitions physiques. Ils vont ressentir certaines choses et ils vont pas connaître le sentiment directement, mais ils vont, avec des calculs, avec tout un tas de données, se dire en fait c'est peut-être ça la douleur, c'est peut-être ça la tristesse, mais sans jamais le ressentir directement, mais avoir le résultat du sentiment. J'avais trouvé ça génial chez Asimov qu'il arrive à développer ça au fur des tomes, mais je me disais c'est de la littérature. Là, ça serait concret, c'est-à-dire que en fait, ça serait vraiment possible de faire comprendre, de faire ressentir à un robot un sentiment ou une sensation à travers des données. C'est ça en fait que moi j'arrive pas à comprendre, mais c'est parce que je suis pas du tout assez spécialiste dans le domaine. C'est à la fois encore plus génial et beaucoup moins génial. Ce qui est beaucoup moins génial, c'est que en fait ces robots ne ressentent rien, ne comprennent rien. Ils ne font que être capables de faire semblant qu'ils ressentent. Parce que enfin eux-mêmes ils ne font que produire du texte. Il se trouve que ce texte, par contre, il peut effectivement donner une très belle description de ce que c'est qu'être amoureux ou de ce que c'est que avoir de la douleur, etc. Et ce qui est et là où c'est fascinant, et là où c'est génial, c'est que ils ne le font que à partir de texte. Il n'y a pas en fait il n'y a pas d'ingénieurs qui sont allés décrire par du code ou par des maths ou par comme j'imagine c'est le cas dans l'imagination d'Asimov, ce que ça peut être que la douleur, la tristesse, la nostalgie, etc. Ça n'a pas été, on n'est pas allé définir ce que c'était. Simplement, il l'a appris tout seul par corrélation entre tous les textes qu'il a connus. Donc d'une certaine manière, en plus, c'est finalement là ce à quoi on assiste, c'est la naissance de quelque chose qui est formé justement sur la manière dont les humains, depuis que nous avons l'écriture et du texte enregistré, ont décrit eux-mêmes leur expérience du monde et leurs sentiments. Et en fait, apparemment, ça suffit pour décrire déjà énormément de choses. Enfin, ça suffit, mais c'est énorme en fait, c'est des milliards de textes, mais qui permettent eux-mêmes de décrire des choses qui sont évidemment inaccessibles à un robot. Donc, on peut pas dire qu'ils ressentent, mais d'un autre côté, alors ça, j'aime bien citer une phrase de la série Westworld qui justement montrait des robots, enfin excellente, en tout cas le début, et qui au tout début de cette série, donc il y a un visiteur dans un parc d'attractions en quelque sorte futuriste qui est accueilli par une femme et qui lui montre le chemin et qui lui montre le dressing où il va pouvoir s'habiller pour rentrer dans le parc d'attractions, etc. Et le visiteur qui est humain s'interroge parce qu'il n'arrive pas à savoir si cette femme c'est un robot ou pas, puisque les robots dans ce monde-là sont extrêmement réalistes. Et il lui demande donc est-ce que vous êtes réel ? Et donc la dame répond si vous ne pouvez pas voir la différence, qu'est-ce que ça vous fait ? Et en fait, je pense qu'on va de plus en plus arriver à ce genre de dilemme où on pourra, enfin, il y aura des robots qui auront aucune intériorité du tout, enfin, qui ne feront que produire des effets extérieurs et simuler des choses, mais on sera peut-être pas capable, si on n'est pas au courant que c'est un robot, de voir que c'en est un. Et dans ce cas-là, on commence à se dire, effectivement, après tout, qu'est-ce que ça fait que la personne en face de moi soit un robot plutôt qu'un être humain ? En fait, si jamais j'arrive en aucune manière à voir ce qui la différencie d'un autre être humain, si j'ai la même relation avec elle, si tout ce que je lui dis, ça résonne de manière logique, et en fait, on va avoir ça pour tout. Et ça, c'est un vrai problème philosophique à se poser. Qui sera pas simple, et d'ailleurs je m'attends à ce qu'on commence à avoir des débats peut-être dans 10 ans avec des gens qui penseront que les IA ont une sorte de conscience et une âme et qu'il faut les défendre et donc et ne pas les débrancher, ce genre de choses, et inversement des gens qui auront la position qui en fait sera la bonne position, que c'est juste des robots. Alors, juste avant de conclure cette partie sur l'intelligence artificielle, toi en ce moment tu t'intéresses beaucoup, je le disais, à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets en lien avec l'IA, avec les nouvelles technologies ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ton goût pour la culture classique grecque et romaine ? Alors peut-être commençons par ça. Je pense que c'est pas du tout contradictoire. D'abord parce que les Grecs et les Romains eux-mêmes en fait étaient
plus technophiles que ce qu'on veut bien croire parfois. Ah oui. Ils aimaient bien les machines en fait. Les Grecs en particulier avaient fait beaucoup d'automates et de machines un peu sophistiquées. Il leur manquait quelques avancées technologiques pour que ça puisse devenir quelque chose de massif comme ça l'a été à la révolution industrielle. Mais Aristote lui-même envisage des robots par exemple. Il décrit un monde où la couture se fait toute seule, et c'était d'ailleurs même une sorte de cliché dans beaucoup de comédies grecques à l'époque classique d'imaginer un monde où les objets s'animent tout seuls et où un four chauffe lui-même, où la table se déplace sur demande, enfin des choses comme ça, mais qui étaient vues d'un point de vue plutôt mécanique et pas magique. Et donc avec l'idée que on pouvait faire des automates qui un jour peut-être feraient ce genre de choses et faciliteraient la vie. Donc les Grecs et les Romains étaient en fait pas du tout hostiles dans leur ensemble à ces expérimentations-là. Il y en a un en particulier qui en fait était hostile, c'était Platon, qui lui pensait par exemple que des gens comme Archytas, qui était un savant de la même époque, ne devaient pas faire des expériences pratiques concrètes sur des machines ou des choses comme ça, parce que c'était corrompre la géométrie et la mathématique, enfin qui ne devait être que abstraite. C'est les platoniciens quoi. Il fallait que tout ça reste dans le ciel des idées et que ça n'ait pas de conséquences dans le monde réel, parce que c'est moche le monde réel entre guillemets. Et donc ça a peut-être d'ailleurs un peu stoppé la réflexion d'ingénierie dans le monde grec. Enfin bon, en tout cas, je pense que c'est pas contradictoire. Et alors, ce sur quoi je travaille, c'est avec d'autres amis. On a, en fait, c'est pas seulement lié à l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser les nouvelles technologies en général pour valoriser et populariser l'histoire en particulier. Même si ça peut aussi s'appliquer à la littérature. C'est donc de faire mieux connaître des époques historiques en utilisant l'IA, en utilisant aussi les technologies du jeu vidéo qui deviennent de plus en plus accessibles aujourd'hui pour la production, et de faire, enfin l'idée à terme c'est de faire vraiment la machine à remonter le temps. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui soit une vraie bonne simulation de machine à remonter le temps, où on fait ça de manière historiquement correcte et où on peut vraiment avoir l'impression d'être allé à Austerlitz, d'être allé à Rome au 1er siècle, d'être allé en Égypte, et de le voir fait avec une bonne authenticité scientifique, avec des bons historiens qui vont vérifier que c'était effectivement comme ça, de le faire de manière visuellement intéressante, interactive aussi, qu'on a l'impression que ce soit vivant. Et je pense que ça ferait beaucoup pour donner le goût de l'histoire. Moi, j'ai eu le goût de l'histoire à l'origine par des BD et par des films. Et je pense que pour futures générations, ce sera le cas par aussi d'autres moyens techniques. Et en tout cas, je trouve ça assez fascinant comme perspective. On va passer à la troisième partie de notre podcast, mais avant la troisième partie, il y a une rubrique surprise qui s'intitule Le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, en fait, il y a 3 inscriptions qui apparaissent sur le fameux mur d'Adrien, et je vais te demander d'en choisir une, et derrière, il y aura une surprise. Très bien. Alors, il y a la première, deuxième, entre 1 et 3, faut que tu choisisses. Ah oui, d'accord. Ah, je peux pas voir avant. Ah ben non. Oui, d'accord. Alors, disons 2. 2, d'accord. Eh ben 2, c'est un portrait chinois des mémoires d'Adrien. Donc tu connais le principe, plusieurs questions, et puis instinctivement, voilà, il faut que tu apportes une réponse, et puis on voit ce que ça donne. Est-ce que tu es prêt ? Très bien, allons-y. Allez, c'est parti. Si tu étais un roman. Peut-être le Rouge et le Noir justement. Si tu étais un poème. Plus dur, mais j'aurais du mal à pas dire soit Homère, soit Virgile, enfin peut-être l'Énéide. Mais c'est plutôt celui que j'aime bien, enfin ceux que j'aime bien. Mais est-ce que je suis vraiment ça ? Grande question. Mais là, ça devient moins intuitif, alors on va passer. L'Énéide. L'Énéide, disons. Allez. Si tu étais un auteur ou une autrice d'ailleurs, peu importe. J'aime bien les auteurs pas très connus du XVIIIe siècle, enfin toutes les nouvelles et les romans qui ont été faits, et de manière, avec tous ces gens qui écrivaient un peu avec le même style, comme on disait tout à l'heure, un peu comme Stendhal, très un peu froid, en tout cas très direct, juste pour raconter l'histoire avec les idées les plus simples et les plus générales qu'il puisse avoir. J'aime bien ça, donc je me verrais assez bien comme un auteur de cette époque-là, ou de ce type-là en tout cas. Parfait. Si tu étais une pièce de théâtre. Peut-être une des pièces de Molière un peu à mi-chemin entre Don Juan et Tartuffe par exemple, ou Misanthrope, une de ces pièces-là. Super. Si tu étais un personnage masculin de roman. Lucien Leven, il est quand même pas mal. Enfin, il est comme voilà, bon, même si on n'a pas envie d'avoir sa vie, mais le personnage lui-même est assez attachant. Et enfin, si tu étais plus dur, un personnage féminin de roman.
Mathilde de la Mole aussi, elle a quand même une vie marrante. C'est vrai. Je pense pas que je serais ultra royaliste, mais elle est assez romanesque et en tout cas, quitte à rester dans le monde standalien, je préférerais Mathilde de la Mole que Madame de Rênal. C'est sûr. Bon, merci beaucoup. T'as bien joué le jeu et c'était d'excellentes réponses. Merci beaucoup. Donc on passe à la troisième partie. Quoi de neuf sur le forum? Pour cette troisième partie, à chaque fois, alors vous savez, ceux qui me suivent sur Twitter, je pose régulièrement des questions sur votre rapport à la littérature. Et dans cette troisième partie, à chaque fois, on reviendra sur une question que je vous ai posée. On verra vos réponses qui sont assez intéressantes et qui révèlent pas mal de choses, je trouve, sur le rapport des gens de manière générale à la littérature. Et la question qu'on avait décidé ensemble de poser, Raphaël, c'était quelle est votre œuvre, votre roman préféré du XVIIIe siècle, justement. Tu parlais du XVIIIe siècle. Et alors je t'ai pas donné les résultats exprès, volontairement. Voyons si tu saurais toi ce qu'ont répondu les gens en grande majorité. Et là, en plus pour le coup, c'est une majorité écrasante. C'est-à-dire que l'œuvre qui a été choisie est arrivée très largement en tête. À ton avis, c'est quel roman qui a été cité majoritairement par les suiveurs sur Twitter? J'imagine Les Liaisons dangereuses. Ah ouais, super. T'es fort, c'est ça. C'est exactement ça. Et de très très loin, hein, sur plus de 200 réponses, on a eu plus de presque 30-40% de réponses les liaisons dangereuses. C'est assez écrasant. Ouais, ça m'étonne pas trop. C'est le plus. D'abord, il y a eu le film, qui a beaucoup repopularisé le roman, et en plus, c'est sans doute le plus moderne, je pense, le plus facile à lire peut-être pour aujourd'hui des romans 18e. Ouais, après les autres, c'est très serré entre eux. C'est vraiment les liaisons dangereuses arrivent très très largement en tête. Le deuxième, c'est Jacques le Fataliste de Diderot. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, intéressant. Et le troisième, très étonnant, c'est La Religieuse de Diderot. Diderot est deuxième et troisième. Ah ouais, ok. D'accord. Et il n'y a pas Manon Lescaut. Manon Lescaut arrive quatrième avec Ex-Aequo, justement, avec Candide. Mais c'est intéressant que Jacques le Fataliste arrive si haut parce que c'est vrai que je pensais pas que c'était si populaire que ça. Moi, j'aime beaucoup Jacques le Fataliste. Je trouve ça très agréable à lire, même si ça va nulle part, mais c'est très agréable de voyager avec eux. Mais effectivement, c'est surprenant. Non, mais j'ai trouvé ce sondage intéressant, cette question assez intéressante. Et je me suis également permis de poser en plus entre le 17e, le 18e, le 19e et le 20e siècle, quel était le siècle préféré de la littérature. On a quand même eu plus de 2500 votes, donc c'est quand même assez significatif avec 2500 votes. Et c'est le 19e siècle là qui arrive également très largement en tête. Plus de 53% des gens ont répondu au 19e siècle. Ensuite vient le 20e siècle avec 30%. Et puis très loin derrière, donc le 18e arrive avec 11%. Et puis le 17e bon dernier avec 6%. Ouais. Le 19e, c'est pas étonnant, parce que c'est vrai que quand même tous les mastodontes de la littérature française, ils sont au 19e. Le 20e, je pense qu'il bénéficie un peu de sa proximité temporelle. Ouais. Donc c'est des livres plus faciles à lire parce qu'ils sont plus proches. Mais effectivement, je suis pas sûr qu'ils vaillent forcément en qualité le 17e siècle. Et le 18e, ça m'étonne pas trop par contre, parce que de fait, c'est pas un siècle qu'on associe en fait à énormément de romans en fait. Typiquement, on a cité tout à l'heure les principaux titres, mais en fait à chaque fois c'est quand même, là on a quasiment fait le tour de ce que les gens peuvent citer comme roman 18e siècle en fait. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de productions littéraires, mais moins il y a moins de choses qui s'en dégagent de manière aussi visible qu'au 19e siècle avec les grands moments de Hugo, Flaubert, Stendhal ou Balzac. Oui, je suis d'accord avec toi. Le XXe siècle bénéficie quand même de l'arrivée de la science-fiction et de l'heroic fantasy. C'est vrai, oui. Qui font qu'avec Tolkien, Asimov, de grands artistes comme ça, c'est vrai que ça plaît aussi aux gens. Donc le XXe siècle est riche dans sa diversité également. Merci beaucoup. Donc je te propose, on conclut cette troisième partie, puis on arrive vers la nuit petit à petit de ce podcast. Donc je te propose d'aborder la quatrième partie qui s'intitule Noctambule. Donc Noctambule parce qu'on arrive vers la nuit du podcast, mais Noctambule aussi parce qu'on va parler de bulles. Parce que j'aime beaucoup, moi personnellement, le manga, la bande dessinée. Ce sont des formats que je défends beaucoup. Je sais que le manga est beaucoup méprisé par certains, considéré comme de la mauvaise littérature, donc de la sous-culture. Et j'essaie de montrer qu'il y a d'autres facettes du manga que ceux qui étaient dans le Club Dorothée dans les années 80-90. C'est vrai que c'était plutôt des stéréotypes pas très élégants et pas très représentatifs de ce qu'est le manga dans toute sa diversité. Donc j'essaye à chaque fois, moi, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube et Twitter, de montrer qu'il y a d'autres types de mangas ou d'autres types de bandes dessinées. Donc à chaque fois, dans cette quatrième partie, on parlera de bulles. Et tu as décidé, toi, de parler de deux séries, mais qui vont ensemble, qui sont Le Sursis et Le Vol du Corbeau. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ?
Oui, c'est un double album de Jean-Pierre Gibra. Donc ça fait 4 albums de BD. Maintenant, il les édite en format regroupé d'ailleurs, donc on peut n'acheter que 2 albums. Par donc Jean-Pierre Gibra, qui est un auteur et dessinateur. Je trouve que souvent les meilleures BD sont celles qui sont faites par une seule personne. Alors là, je vais me contredire avec ce que je disais tout à l'heure sur le travail en équipe. Non, mais si, Astérix par exemple, c'est un travail en équipe et c'est excellent. Mais il y a des très très bonnes BD qui sont faites avec par un seul auteur qui fait à la fois le dessin et le scénario. Je pense à Corto Maltese avec Hugo Pratt par exemple, ou Franquin quand il faisait Spirou et Gaston. Mais et là, c'est le cas de Jean-Pierre Gibra, qui est un très bon dessinateur, très bon aquarelliste. Toutes ses planches sont dessinées à l'aquarelle de manière magnifique. Et donc cette histoire se passe pendant la guerre de 40, pendant l'occupation, et commence avec un village vraiment quasiment un stéréotype en fait de la campagne française et du village français sous l'occupation, où un jeune homme est envoyé au STO, il part en train et il décide de s'enfuir en sautant du train. Et par hasard, il se trouve que le train est bombardé juste après et on retrouve un cadavre avec ses papiers à côté dans les restes du train, et donc on pense qu'il est mort. Et il revient dans son village à pied et il revient juste à temps pour assister à son enterrement et en fait à se cacher dans un grenier et à assister à toute la vie du village depuis son poste d'observation alors que tout le monde le croit mort. Et il s'ajoute à ça une histoire d'amour avec une des filles du village et les histoires des résistants et des collabos à l'intérieur de tout ce microcosme. Et donc ça donne l'occasion d'une sorte de huis clos à la campagne sous l'occupation, qui est donc d'une part extrêmement beau à voir, extrêmement bien dessiné et de manière en plus très détaillée. Il y a vraiment aucune case qui a été bâclée ou qui a été faite rapidement. À chaque fois tous les décors sont entièrement, donnent lieu à une sorte de petit paysage en peinture et c'est magnifique. Et il arrive à trouver un équilibre très subtil entre un ton relativement léger quand on voit la vie quotidienne du village et ses personnages pittoresques, le dramatique quand les événements de la guerre interfèrent avec tous ces personnages, et une belle histoire d'amour aussi en même temps, tout ça faisant vraiment un cocktail assez admirable. Et la suite, que je vais moins peut-être détailler parce que ça viendrait peut-être gâcher l'expérience, fait une suite de l'histoire qui se passe à Paris, toujours sous l'occupation, qui a un thème un peu différent, mais qui là aussi est magnifique et qui donne l'occasion à Jean-Pierre Gibra de montrer sa virtuosité dans le dessin, parce qu'on a beaucoup de scènes, notamment de promenade sur les toits de Paris et d'escalade et qui montre à quel point c'est un grand dessinateur, notamment dans l'action et dans le mouvement. Oui, j'ai lu aussi pour cette émission, parce que je ne connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir en me disant que tu voulais parler de cette bande dessinée, et je l'ai trouvé génialissime également. Hein. Alors les dessins déjà c'est extraordinaire, effectivement il y a une qualité artistique fascinante, les couleurs sont géniales. Tu parlais dans le vol du corbeau des toits de Paris, mais aussi quand ils sont en bord de Seine, lorsqu'ils se baladent sur la péniche, je sais plus, c'est magnifique. J'ai préféré moi le sursis que le vol du corbeau pour justement le côté huis clos qu'il y a dans le sursis. Ouais. J'ai préféré l'ambiance qu'il y avait. C'est vraiment une excellente bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale et ce qu'est un village pendant l'occupation. On a tout, hein, là, comme tu dis, les résistants, les collaborateurs, et puis ceux qui sont entre les deux, qui sont ni résistants ni collaborateurs, qui attendent finalement. C'est ça aussi le sursis, c'est on attend de voir ce qui se passe, on attend d'aller dans quel sens ça va aller et que ça s'arrête, que ça se finisse enfin. Donc c'est assez génial. Je conseille aux gens qui veulent la lire de la lire sans forcément aller voir le résumé sur certains sites internet, parce que le résumé à la fin révèle un tout petit peu, si on y réfléchit, la fin de la BD. Donc c'est dommage. Oui, effectivement. C'est assez dommage parce que j'ai vu ça, mais voilà. Donc lisez vraiment le sursis, c'est un excellent conseil, et je te remercie. Encore une fois, moi, comme je te disais, j'ai préféré l'ambiance huis clos que l'ambiance parisienne après, qui est plus ouverte. Mais, c'est deux styles assez différents, effectivement. Moi, j'aime bien aussi les vues de Paris d'un point de vue esthétique qu'on voit dans le vol du corbeau, donc mais les deux scènes. Je pense que l'histoire est effectivement peut-être un tout petit peu mieux ficelée dans le sursis que dans le vol du corbeau, mais c'est une question de goût. Et les deux fins sont aussi renversantes et aussi marquantes, mais de différentes manières. La fin du sursis, moi, m'a bouleversé, je m'attendais pas à ça, et on s'y attend un peu plus dans le vol du corbeau, mais on est quand même très marqué. La façon dont il le fait, c'est très intelligent. J'ai beaucoup aimé. Et quant à moi, je voulais parler du Coma ordinaire de Manu Larsenet,
Manu Larsenet, c'est un artiste, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup et qui, au fil de ses œuvres et au fil des années, sombre de plus en plus. Il faisait beaucoup de comédie, d'humour dans ses premières années, mais plus ses œuvres évoluent, plus ses œuvres progressent, plus le lait, la laideur prend de l'importance dans son œuvre, et même le côté sombre. Ses dernières œuvres, qui sont Rapport Brodeck et Blast, sont très sombres. Moi, j'ai choisi de parler du Combat ordinaire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Combat ordinaire, c'est l'histoire de Marco, qui est un photographe qui est parti de chez ses parents de sa Bretagne natale, qui vit à Paris, dans la région parisienne même, et qui est névrosé, qui suit beaucoup de psychanalyse. Il est peu inspiré pour la photographie. Il sait pas trop ce qu'il veut en fait, parce qu'il développe une histoire d'amour avec une femme, mais il a pas envie de s'engager, il veut pas d'enfant. Il est vraiment perdu dans ce siècle, dans ce début de siècle. Ça se passe au tout début des années 2000. Il trouve l'inspiration en prenant des photographies du chantier naval dans lequel travaillait son père. Et c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire de sa vie, donc un Marco qui évolue au fil des 4 tomes. Là, c'est en 4 tomes le Combat ordinaire. Et petit à petit, il va en apprendre davantage sur le passé de son père, en apprendre davantage sur les personnes qui sont restées, eux, là où lui, il est parti. Eux, certains n'ont pas eu le choix, ils sont restés. Et il y a cette confrontation entre ceux qui restent et ceux qui partent qui est assez géniale dans cette bande dessinée. Notamment, il se rend compte qu'un ami d'enfance a voté pour Jean-Marie Le Pen en 2002 et en fait, les deux n'arrivent pas à se comprendre, et je trouve que c'est très très bien décrit dans cette bande dessinée de Manu Larsenet. C'est vraiment une bande dessinée sur cet homme trentenaire complètement perdu dans ce milieu du siècle, et il arrive très bien à le décrire. C'est pas forcément un dessin très esthétique, très beau, mais justement ce qui arrive à être beau chez Manu Larsenet, c'est cette mise en valeur de la laideur. Et moi j'aime beaucoup la manière dont il dessine le lait, la laideur, certains visages très sombres, parfois l'ombre sur les visages qu'il dessine de profil est très significative. Les silences dans certaines cases sont assez pesants. Vraiment, moi c'est une œuvre et c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'on sent chez lui une évolution, on sent chez lui quelque chose de très profond, quelque chose d'authentique. Ouais, j'aime beaucoup Manu Larsenet et cette bande dessinée, je la conseille très souvent et j'avais envie d'en parler pour ce premier épisode. C'est une très bonne idée. Moi, je l'ai lu à l'occasion, enfin pour préparer ce podcast, et j'avais pas eu l'occasion de le lire auparavant. Et effectivement, c'est vraiment excellent et je trouve que c'est quand même assez beau aussi, même visuellement, notamment les paysages autour de la maison qu'il occupe dans le premier tome. Les paysages, c'est vrai, tu as raison. Ouais, sont très beaux et puis il a une capacité en fait à agripper l'attention du lecteur sur des petits faits qui en fait si on les listait comme ça aurait l'air d'avoir aucun intérêt parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a une vie un peu décousue, qui sait pas trop bien quoi faire, etc. Mais en fait on est pris par le flux de la narration et là le format d'ailleurs de la bande dessinée je pense convient très très bien à ce genre de récit parce que ça transmet aussi une atmosphère et une ambiance de manière immédiate qui est aussi ce qu'il veut décrire et ça marche très très bien effectivement. Donc j'ai beaucoup aimé. Très bien. Je te propose qu'on conclue cette 4e partie, puis qu'on conclue également ce premier podcast des Mémoires d'Adrien. Il me reste à te remercier, Raphaël, vraiment pour avoir accepté l'invitation. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de faire ça avec toi. Comme je disais, tu as été l'un des premiers à m'accorder ta confiance pour un entretien au tout début de mon blog il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc c'est très important pour moi d'avoir ta présence. Et puis on a pu avoir des échanges très intéressants et puis voir également ta grande culture littéraire. Donc c'était vraiment très intéressant. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Merci beaucoup Adrien, j'étais ravi de participer également au podcast et je suis sûr que ça va prendre son envol rapidement parce que en tout cas j'ai trouvé que c'était une très intéressante discussion. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, puis en attendant prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir.